êtes représentante en République démocratique du Congo de la Fondation Hirondelle, une organisation suisse qui intervient depuis plus de 20 ans maintenant dans plusieurs pays du monde. Dites-moi si je me trompe, hein, dans plusieurs pays du monde, avec la mission de fournir l'information à des populations confrontées à des crises. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Oui. Et avant la RDC, vous avez travaillé au Niger, où vous avez fondé une radio, Station Kalangu, elle s'appelle, une radio dont les programmes sont diffusés dans les principales langues du pays. Oui, tout à fait. Ouais, très proche, au plus près des gens, donc. Leslie Picmal, bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques depuis 2015. Vous êtes représentante principale du CIHRS. C'est l'Institut du Caire pour l'étude des droits humains. L'acronyme est aussi en anglais, mais vous allez, je préfère que vous nous le disiez. Oui. Vous êtes chargé de plaidoyer à Bruxelles de l'ONG sur l'Égypte auprès de l'Union européenne. Oui. Jusque-là, j'ai bon. Et vous avez vécu au Caire. Oui, c'est ça, une dizaine d'années. Et vous avez vécu au Caire pendant les événements qu'on appelait le printemps arabe. La révolution égyptienne. La révolution égyptienne, oui. C'est cette période où les médias sociaux, les réseaux sociaux en tout cas, ont joué un rôle important dans la diffusion de l'information, en tout cas pour nous ici, de l'autre côté de la mer. Oui, c'est vrai. Et alors, les choses ont changé aujourd'hui. Et donc la première question, ça va être, est-ce que vous avez vécu cette évolution ? Aujourd'hui, les journalistes sont emprisonnés, les réseaux sociaux sont surveillés. Est-ce que vous avez vécu, comment l'avez-vous vécu cette période-là, depuis la Révolution et jusqu'à maintenant ? Eh bien, c'était, pour moi, comme pour tous les amis égyptiens, je pense que c'était une période de haut et de bas, clairement, parce qu'on a eu beaucoup de phases de mobilisation successives à différentes périodes, en 2011 et après. Mais on a eu surtout un grand moment de mobilisation révolutionnaire et plusieurs autres mouvements de mobilisation protestataire suivis par un très grand effort de contre-révolution à partir du coup d'État en 2013. Et maintenant, sous le régime d'Abdel Fattah al-Sisi, vraiment, on a plusieurs vagues successives de répression, avec une escalade clairement de répression à l'encontre de la liberté d'expression et de la liberté des médias. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on ne voit plus du tout d'images, de vidéos qui passent parlant des gens, moins qu'avant en tout cas. Alors on ne voit pas d'images de manifestations parce qu'il y en a très très peu. Il y a encore des mouvements de grève, donc plutôt liés à des mouvements sociaux, mouvements ouvriers. Ceux-là sont peu couverts dans les médias, même les médias locaux. Les médias égyptiens sont aujourd'hui quasi exclusivement sous contrôle de l'État. Et en fait, c'est aussi tout l'espace public qui est en grande partie fermé, comme la sphère politique en Égypte. C'est le résultat de différentes politiques mises en place par les autorités à partir de 2014-15, mais de plus en plus fortement depuis 2017-2018. Lors de la campagne pour la présidentielle, la dernière. Voilà, donc dans une longue période de pré-campagne, donc fin 2017 et début 2018, on a un grand serrage de vis. Et puis en 2018, 2 nouvelles lois qui sont adoptées, qui sont ratifiées par la présidence pour vraiment finir de mettre au pas les médias et aussi pour permettre une très très vaste surveillance des réseaux sociaux par une loi, par le biais d'une loi appelée loi sur la cybercriminalité, mais en fait ce n'est pas son objet principal de combattre la cybercriminalité. Comment ça se traduit dans l'information ? Comment le gouvernement communique-t-il ? Comment il informe les gens ? Il y a une chaîne, ou il y a des chaînes nationales, gouvernementales ? Alors, le gouvernement a un très grand espace pour communiquer. Donc, il y a des chaînes publiques qui sont possédées par l'État, comme ici. Il y a aussi différentes chaînes et journaux qui sont très, très proches du gouvernement. Et ce sont plutôt les autres qu'on a soit fait taire, soit mis sous contrôle. Et on a effectivement une pratique assez intéressante qui est une prise de contrôle direct du champ médiatique par les services de sécurité et en particulier les renseignements généraux qui se sont mis à racheter soit directement, soit par des sociétés de holding qui se sont mis à racheter des chaînes de télévision et des journaux. Et en fait, aujourd'hui, le plus gros conglomérat dans le domaine des médias en Égypte est contrôlé par les renseignements généraux égyptiens par le biais d'une société de holding. On y reviendra. Je disais que vous êtes basé à Bruxelles. Vous représentez l'Institut du Caire pour
l'étude des droits humains, oui. C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites tous les jours? Du plaidoyer, et donc du lobbying, mais pour des questions de droits humains, si vous voulez. Ouais. Voilà. Et vous intervenez beaucoup? Souvent? Oui, alors tous les jours. Il y a toujours des cas à défendre? Oui, ça ne manque pas. Beaucoup. Beaucoup de cas, beaucoup de nouvelles problématiques, de nouvelles lois, de nouvelles politiques. En ce moment, l'actualité du jour, ce sont des amendements constitutionnels qui se préparent en Égypte. Aujourd'hui, ils sont discutés au Parlement et on attend un référendum prochainement, amendement pour permettre d'abord au président Sisi de peut-être rester au pouvoir jusqu'en 2034, pour étendre le pouvoir de l'institution militaire sur d'autres institutions de l'État, et aussi pour donner encore plus de pouvoir à la branche exécutive du gouvernement par rapport à la branche judiciaire. Vous êtes une ONG, une organisation non gouvernementale. Oui. Avec qui travaillez-vous? Alors, nous travaillons avec d'autres ONG de défense des droits humains, notamment des ONG internationales que vous connaissez peut-être, Amnesty, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, d'autres. Nous travaillons aussi avec des associations nationales, d'autres partenaires dans le champ des droits humains, développement. Je me rends compte que j'avais oublié une question essentielle. Pourquoi l'Égypte? Après vos études, vous y partez, c'est pour... Je suis partie faire des recherches de terrain pour une thèse de doctorat. Et donc, je suis restée assez longtemps, c'est assez long. Et je me suis installée, j'ai fait ma vie, et puis j'ai continué de travailler après la thèse. Voilà, tout naturellement. Madame Pierre-Katadi vous disait tout à l'heure, d'ici une heure, vous avez des questions à poser à nos intervenantes, notamment à Leslie Picmal. N'hésitez surtout pas. Pauline Binde, vous êtes donc en RDC depuis quelques mois maintenant. Oui, depuis décembre, je suis arrivée juste à la veille des élections. Oui. Représentante de la Fondation Hirondelle. Un mot sur cette fondation. Elle est suisse. Oui, la Fondation Hirondelle, c'est une ONG suisse qui a été créée par des journalistes qui étaient anciens de Reporters sans frontières pour l'essentiel. Et en fait, qui ont été, en gros, je vais résumer, qui ont été très choqués par ce qui s'était passé au Rwanda pendant la période du génocide. Ce sont des journalistes qui venaient pour la plupart d'une tradition de service public avec une information indépendante, rigoureuse, et puis surtout une information qui rendait justice aux diversités. Donc, ils ont été très choqués de voir autant un média peut construire, autant un média peut déconstruire avec ce qui s'était passé avec la radio d'Émile Colline. Et en fait, de là est venue l'idée de créer une radio qui reflèterait les diversités, de créer un média qui reflèterait les diversités. Et donc, la première radio qui a été créée donc, dans le contexte du génocide rwandais s'appelait Radio Agatashaya, et Agatashaya qui veut dire en swahili hirondelle. Et c'est de là qu'est venu le nom de la Fondation Hirondelle, et depuis plus de 20 ans maintenant. Oui, et vous êtes dans plusieurs pays à travers le monde, pas qu'en Afrique en plus. Non, non, en fait, pour le moment, oui, il y a des opérations dans le monde. Il y a eu essentiellement au départ, effectivement, la Fondation est surtout intervenue dans des contextes de conflits ouverts. Donc après le Rwanda, il y a eu une intervention en ex-Yougoslavie. Actuellement, la Fondation est en Asie. On a une opération dans le camp des réfugiés au Bangladesh avec les Rohingyas. Et en Afrique, nous sommes au Mali, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine depuis 19 ans maintenant, et au Niger. Oui. Voilà. Le Niger, d'où vous venez, où vous avez créé cette magnifique radio, station Kalangu. Oui, donc ça a été une aventure aussi. En fait, on dirait qu'effectivement, j'arrive dans les pays un peu avant les élections. Donc, je suis arrivée au Niger en 2015, juste avant les élections. C'était un contexte assez spécifique parce que c'était la première fois, je pense, que la Fondation intervenait dans un pays où il n'y a pas vraiment un conflit ouvert, mais où il y a une situation de très forte tension, où il y a effectivement des médias. C'est pas comme s'il n'y avait pas de médias. Il y a beaucoup de radios, télévision, de la presse écrite, mais qui se caractérisent par une non-diversité de l'information. C'est ou bien une information autoritaire, donc l'État, ou bien une information privée, mais avec ce que ça a de négatif, c'est-à-dire, c'est des médias instrumentalisés, soit par, encore une fois, le pouvoir politique, ou par d'autres groupes avec des intérêts qui ne sont pas de l'intérêt général. Donc,
aussi une grosse inquiétude quand même de l'ensemble des observateurs du Niger, de la communauté internationale, de la société civile locale, où on se dit, vu que le Niger, c'est quand même un pays, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, au nord, qui subit des attaques du groupe terroriste Boko Haram, maintenant aussi dans la région du Tillabéri au sud avec beaucoup d'attaques, c'est assez instable. Tout le monde se dit, ça va être le chaos pendant les élections. Donc, il faut absolument qu'il y ait ici un média qui va essayer d'être une boussole pour les gens et de donner une information objective, sans parti pris. Donc, on arrive avec une mission assez challenging. Dans un temps très, très court, il faut monter en place un média avec des journalistes qui doivent venir de toutes les régions du Niger, parce que ça, c'est un des principes aussi de la Fondation. Il faut travailler avec tout le monde. Donc, on doit recruter des personnes qui doivent venir de tout le Niger et qui doivent parler. On doit émettre dans les 5 principales langues du pays. On garde le français comme une langue de contrôle parce que c'est ça qui fait foi aussi avec le Conseil supérieur de la communication, qui a contrôle ou litige. Mais il faut absolument qu'on puisse avoir exactement le même contenu qu'en français, qu'on puisse l'avoir en Haoussa, en Peul, en Fulfulde, en Tamashek. Donc, il faut recruter aussi, on doit travailler avec des journalistes locaux. On ne doit pas venir avec quelque chose importé. Donc, il a fallu très, très rapidement, avant le mois de janvier, entre octobre, septembre et janvier, recruter des journalistes, les former pendant 2 mois, travailler aussi avec les radios locales, parce qu'on essaie en fait de se mettre dans un paysage qui existe déjà. Donc, il faut commencer au départ avec une dizaine de radios qui vont reprendre les bulletins d'information. Et actuellement, 35 radios au Niger qui reprennent un bulletin d'information de 2 heures. Donc, on déroule en fait vraiment des news. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Sans parti pris. Et surtout, le pays, ce n'est pas la capitale Niamey. Le pays, c'est tout le Niger entier. Qu'est-ce qui se passe dans tout le pays, avec des réseaux de correspondants aussi, parce qu'on a mis en place la rédaction centrale à Niamey, mais un réseau de correspondants dans tout le pays. Ce qui a été vraiment exceptionnel, peut-être inédit dans ce pays, c'est qu'un petit média nouveau a réussi, pendant les élections, à donner le sentiment aux gens, où qu'ils soient, qu'ils pouvaient être au courant en temps réel de ce qui est en train de se passer pendant le scrutin. Parce qu'on a eu la possibilité, grâce à ceux qui nous ont soutenus aussi, de déployer des reporters aussi bien dans Niamey que dans toutes les régions pour suivre un peu, heure par heure, ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait de l'affluence dans les bureaux de vote? Est-ce que ça se déroule bien? Je pense qu'ici en Europe, c'est banal. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne vont pas voter. Il y a des gens vous n'êtes pas devant la télé en train de regarder ce qui se passe sur la radio parce que c'est fluide, hein, ça va de soi. Mais dans des environnements dans lesquels on est, on risque sa vie des fois pour faire un choix qui ici est trivial. Donc, c'était vraiment inédit d'avoir un média qui dit aux citoyens, voilà ce qui se passe, il y a la queue à tel bureau de vote, tel bureau de vote n'est pas ouvert, allez-y. En fait, le challenge, c'est vraiment de banaliser les transitions politique, et c'est ce qui s'est passé, et surtout dans les langues qui parlent à chacun. Ce n'est pas l'information en français qui est exclue, c'est une information qui s'adresse à tous parce que dans la langue de tout le monde. Mesdames, Messieurs, allez voir, hein. Le site existe sur Internet, allez écouter. Tout ceci est fait de façon professionnelle. Vous y tenez en plus à la Fondation Hirondelle. Comment ça se fait la formation une fois que vous recrutez ces journalistes locaux? Oui, en fait, quand on essaie de travailler avec des jeunes journalistes, mais il faut aussi quelques seniors. Donc, généralement, c'est un peu de déconstruire ce qui se passe. Généralement, dans les médias africains, on a tendance à aller vers le pouvoir, vers les dominants. Donc, on va sur une formation qui va d'abord être, c'est quoi les règles de base du journalisme. En fait, s'il y a des journalistes dans la salle, les fameux 5W, c'est rester vraiment, le principe de la Fondation, c'est rester sur les faits. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de commentaire. On ne doit pas être en antenne en train de dire « je pense que ceci ou cela ». C'est vraiment de dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas qu'on soit nécessairement contre. Il y a différents types de journalisme, mais par rapport au contexte fragile dans lequel on est, il faut absolument que les journalistes qui passent par notre formation et qui vont travailler pour nous comprennent que dans cet environnement, il faut rester vraiment cantonné sur qu'est-ce qui s'est passé. Après, il faut changer un peu d'angle, de regard. Il faut savoir qu'on travaille
pour les citoyens. Travailler pour les citoyens, ça veut dire qu'il faut aller les écouter. Il faut aller voir quels sont leurs problèmes. Et très banalement, dans une manifestation, il ne faudra pas aller vers le gouverneur pour lui demander alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette inauguration de monument. Mais il faut aller vers une femme, si c'était une adduction d'eau, pour lui demander qu'est-ce que ça va changer pour elle et comment elle va veiller à ce que ça fonctionne tout le temps. Parce que c'est vraiment changer de regard qu'on essaie d'inculquer. Et après aussi tout ce qui est rigueur. L'information, elle doit être vérifiée, elle doit être sourcée. Et parce que, en fait, le défi aussi, c'est d'asseoir la crédibilité de ces médias, parce qu'à tout moment, on n'est pas à l'abri d'un gouvernement qui dise ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. On doit pouvoir être à tout moment capable de montrer qu'on est irréprochable. On y reviendra tout à l'heure sur est-ce que vous avez eu des problèmes avec les autorités ou pas. En tout cas, c'est très très intéressant d'aller écouter ce qui se passe sur cette radio. Et en plus, vous avez choisi le média radio, c'est pas innocent. Non, justement, en fait, simplement aussi parce que la majorité de la population n'a pas accès à tout ce qui est information, la barrière de l'instruction pour l'écrit, la presse écrite, qui est très peu présente. La télévision, ça coûte cher. La télévision n'a pas les moyens de faire une information dans les 5 langues, en tout cas pas pour le moment, et on a choisi la radio parce que ça reste quand même le média le plus populaire en Afrique. Des questions aussi à Leslie Bint, quand vous voudrez, tout à l'heure. Leslie Pikmal, l'Égypte, on disait tout à l'heure, la situation s'est beaucoup tendue autour de la dernière élection présidentielle, où le gouvernement, pour lutter contre ce qu'il appelait des infos mensongères, a durci le ton, vraiment. Comment ça s'est passé? Oui, alors, il y a plusieurs impacts de ces politiques sur le contexte électoral en particulier. L'un d'entre eux, c'est qu'évidemment, tout candidat d'opposition ou tout candidat rival potentiel au candidat sortant, à Sisi, ou même candidat pressenti avant l'enregistrement des candidatures, avait beaucoup de difficultés à communiquer avec le public. Donc à avoir une couverture médiatique, mais aussi à organiser une campagne, parce qu'il y a beaucoup d'autres restrictions sur l'espace public, sur la liberté de rassemblement et d'association et de réunion. Donc ça veut dire que pour les électeurs, c'était difficile d'être conscient d'une alternative, de voir, d'avoir en tête un autre candidat possible, ou un autre. Et je dis possible parce que finalement, ils ont tous été éliminés directement ou indirectement, un à un, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rival, enfin de candidat d'opposition. Et après, on en a choisi un qui convenait, c'est-à-dire un non-candidat, un candidat fantoche, en fait. Mais ça veut dire que aussi tout au long de ce processus, les médias égyptiens ou internationaux qui ont voulu couvrir cette répression, couvrir cette fermeture de l'espace public et du champ politique, ont aussi été sujets à beaucoup de pression. On a une grosse vague d'arrestations 2 mois avant l'élection, qui a été dénoncée par Reporters sans frontières. Et puis, ça a continué avec de plus en plus pas juste d'arrestations et de détentions de journalistes, mais aussi de disparitions forcées de journalistes. Et la disparition forcée en Égypte est presque toujours associée à la torture. Donc, ça a un effet très glaçant sur les autres journalistes qui voudraient couvrir de manière critique les événements, voire couvrir du tout des faits de répression. Et ça a continué jusqu'au moment du vote, après des médias locaux ou étrangers qui ont voulu, par exemple, couvrir des instances de fraude électorale, d'achat de voix, ont aussi été sujets à répression, pression, harcèlement, intimidation, etc. Sur toute la période, on a aussi des déportations de correspondants de gros médias étrangers, notamment la déportation de la correspondante du Times britannique et des journalistes étrangers, des correspondants de gros médias comme New York Times l'année dernière, qui ont voulu se rendre en Égypte, qui ont été retournés à l'envoyeur, qui n'ont pas pu accéder en fait, et aussi de médias français, la correspondante le correspondant de la Croix notamment, et d'autres, qui n'ont pas pu rentrer en Égypte ou qui ont été déportés. Mais toute cette répression se cache sous des lois. Je crois qu'il y a des lois votées par le Parlement. Il y a un Parlement oui. qui vote. Oui.
Effectivement, et donc le Parlement, ça vient. Donc il y a plusieurs problèmes sous-jacents à celui que vous citez. C'est que d'abord le Parlement, il est très clairement sous contrôle de l'exécutif en Égypte. L'élection qui a mené à ce Parlement fin 2015, elle a été bien préparée par avance par les services de sécurité, de renseignement et la présidence, qui ont notamment constitué en sous-main une partie des listes électorales. Donc avec des partisans d'Assisi et de l'État et de l'institution militaire. Et donc ça produit un Parlement avec une énorme majorité qui va soutenir tout ce que propose le gouvernement, tout ce que propose la présidence. Il y a des voix d'opposition dans ce Parlement, mais elles sont extrêmement minoritaires et donc elles ne peuvent rien faire, rien proposer, ni rien bloquer. Donc voilà, comme vous dites exactement, on a de nouvelles lois qui servent à s'assurer un contrôle des médias. Une qui est très intéressante a été ratifiée l'année dernière, c'est une loi sur le Conseil suprême de la régulation des médias. Donc le Conseil suprême pour la régulation des médias, elle criminalise la publication de certains contenus qui sont définis évidemment avec des termes très vagues comme contenu nuisant à la sécurité nationale, mais on ne sait pas en quoi, enfin on l'interprète comme on veut. Et puis donc ce Conseil suprême existe et il peut décider tout seul donc, de censurer différents médias. Et puis on pénalise aussi la publication de ces contenus jugés nuisibles aux yeux du gouvernement, non seulement dans des médias qualifiés officiellement de médias, mais aussi par tout un chacun, n'importe quel citoyen privé, sur son compte Facebook, blog, site web, du moment que vous avez 5000 abonnés ou followers. Sur votre compte Twitter, votre Facebook, vous avez 5000 abonnés, ça y est, la loi sur les médias s'applique à vous. Et donc vous aussi, hop, on vous ferme votre... Avez-vous connaissance de journalistes qui sont encore en prison ? Oui, donc pour l'instant, selon Reporters sans frontières, on a une trentaine de journalistes en prison début 2019 pour leur travail en Égypte. Donc ça, ce sont seulement ceux pour lesquels l'association a pu vérifier que c'est bien en raison de leur travail qui sont en détention ou emprisonnés. Est-ce que le gouvernement cible des journalistes en particulier? Vous parlez de journalistes étrangers qui avaient été menacés également, mais est-ce qu'on sait que le président Al-Fattah al-Sisi est arrivé au pouvoir pour mettre fin à une tentative démocratique, quoi qu'on en pense? Est-ce que les journalistes musulmans, j'allais dire, émanant des frères musulmans, oui, pardon, sont plus ciblés ou pas? Alors, au début, on a eu clairement, après le coup d'État en 2013, clairement un ciblage des médias ou des journalistes partisans de Mohamed Morsi, du président déchu, issu des frères musulmans. Mais rapidement, ça s'est étendu à tout type de dissidence, donc de gauche, centriste, libérale. Et maintenant, c'est vraiment toute voix critique, même des personnes qui ne s'opposent pas à la personne du président ou à son gouvernement, mais qui critiquent simplement une loi ou une politique, une pratique, qui contredisent parfois ce qu'a dit le président notamment. Donc... pareil pour les journalistes, hein, on a vu parfois des cas aberrants, comme au printemps 2018, une journaliste qui faisait un micro-trottoir à Alexandrie avec des passants sur le tramway d'Alexandrie, disparu. Voilà, et puis resté en détention plusieurs semaines, parce que ne faut pas laisser parler les gens comme ça, attention, c'est... Mais comment ça se passait, cette courte période où les frères musulmans ont tenu le pays? Est-ce qu'il y avait des atteintes également au droit d'informer? Oui, bien sûr, il y en a eu. En fait, Morsi est resté pile 1 an au pouvoir, donc il n'a pas vraiment eu le temps de faire énormément de choses. Cette année a été essentiellement occupée par des luttes entre institutions, des luttes de pouvoir, si vous voulez, entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire, entre l'exécutif et vers la fin de l'année, plutôt l'institution militaire. En fait, même si le programme électoral des frères pouvait inquiéter, il n'a pas vraiment été mis en œuvre. Alors, ce n'était pas un paradis de liberté, l'Égypte, à ce moment-là. Il y avait également des médias qui étaient inquiétés, mais il y avait une beaucoup plus grande quand même liberté de parole qu'aujourd'hui. On peut dire que
l'Égypte était un système assez fermé jusqu'au moment de la révolution début 2011. Puis la période de plus grande ouverture, c'était 2011, 2012. Encore sous Morsi quand même, un peu moins, mais quand même. Et à partir de 2013, ça a commencé à vraiment se détériorer. Pauline Binde, vous arrivez, vous, en RDC en ce moment, un coin du monde qui n'en finit pas de compter ces guerres successives, où les journalistes sont menacés également. Il y a eu des meurtres de journalistes. Il existe déjà en RDC une radio qui s'appelle Radio Okapi, créée par les Nations Unies à une époque. Oui, Qu'est-ce que vous allez faire, vous, la Fondation Hirondelle? Oui, effectivement, en fait, il y a la Radio Okapi. En fait, la Radio Okapi qui a été créée par la Fondation Hirondelle, qui a été mise en place par la Fondation Hirondelle à l'époque où il y avait des accords de Sun City et qui, justement, disons, a gagné son assise dans la RDC pour avoir fait vivre aux Congolais en direct, en fait, ces négociations-là. Donc, au bout du mandat de la Fondation Hirondelle qui avait été de mettre en place cette radio Okapi et de faire justement la formation des journalistes de Okapi et des correspondants, en 2014, la radio est repassée entièrement sous le mandat de la MONUSCO. Donc, à ce moment, la Fondation Hirondelle s'est retournée vers d'autres activités d'appui au secteur médiatique en RDC, parce que c'est quand même un pays, continent, comme on dit, c'est un pays immense. Et il y a beaucoup de médias. Donc, actuellement, la Fondation Hirondelle en RDC travaille avec plus de 120 radios et télévisions partenaires, mais on a changé un peu la manière de procéder. Au lieu de fonctionner avec une rédaction centrale type Kalangou au Niger ou type Okapi, on travaille avec une rédaction beaucoup plus petite, mais qui produit des contenus beaucoup plus de proximité, un peu dans l'esprit du journalisme de solution, qui consiste à aller voir les citoyens où ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils font au quotidien pour changer leur vie, pour changer la vie des autres citoyens. Et on produit essentiellement des chroniques, des portraits, des reportages qui mettent un peu en avant un acteur de la société civile, un citoyen ordinaire, pour informer sur ce qui se passe dans les localités, mais aussi à titre d'exemple. Et c'est toujours de l'information qui est produite en langue locale, selon la région dans laquelle les radios vont diffuser. Et on fait beaucoup de formations aussi aux radios qui existent déjà. Donc, en RDC, une des parties, à la différence vraiment de ce qui se passe, par exemple, au Mali, une des grosses parts du travail que nous faisons, c'est l'accompagnement à la viabilité de ces radios-là. Parce que on se rend compte, c'est bien d'apporter de l'information, mais tant qu'il n'y a pas de médias solides dans ces pays africains, dans nos pays, on réduit les chances d'avoir une vraie gouvernance, on réduit les chances d'avoir une vraie démocratie. Donc, on travaille aussi à côté du volet information à renforcer ces médias. Ça passe par la formation, ça passe aussi par la génération de revenus. Peut-être ce que je vais dire aussi, c'est qu'on démarre en ce moment dans la région du Kasaï en RDC, justement le Kasaï qui a été en proie à la crise des Kwamina Sapo, cette rébellion-là, et il y a des miliciens qui ont déposé les armes parce que le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, est de la région du Kasaï, donc ça a été un peu un encouragement à certains miliciens de déposer les armes, parce que pour eux, c'est peut-être un signe qu'il va y avoir un shift dans la répartition des richesses. Mais il reste encore des miliciens armés, donc on a un projet qui démarre dans le Kasaï, qui va être un peu comme le studio Kalangou, donc une rédaction. Bon, là, ça va être vraiment une rédaction centrale, mais circonscrite à la région du Kasaï et du Kasaï oriental, c'est une province dans la RDC, avec une équipe de jeunes journalistes du Kasaï, parce que là, on a dit on va recruter essentiellement dans le Kasaï, dans l'idée de travailler avec 18 radios partenaires de cette région-là, avec une seule langue qui est parlée là, la langue Tilouba, d'apporter de l'information, mais surtout sur les jeunes leaders engagés dans la paix, dans le dialogue pour la paix. C'est un peu de décloisonner le travail que font ces acteurs-là sur le terrain, qui ne sont pas nécessairement entendus à Kinshasa, qui ne se parlent pas entre eux,
qui travaillent de leur côté, parfois sans lien avec les autorités locales. C'est aussi la possibilité non pas nous, c'est-à-dire c'est pas avec un média qu'on va répondre aux problèmes d'emploi, par exemple des jeunes, problèmes de répartition des ressources qui sont à l'origine du conflit. C'est pas nous qui allons résoudre ce problème avec une radio, mais c'est nous qui allons donner l'opportunité aux différents acteurs qui étaient en présence de s'asseoir autour d'une table et de dire « Ok, maintenant, il faut qu'on dialogue. Qu'est-ce qu'on peut faire entre nous pour essayer d'avancer et de donner de l'emploi et de mieux gérer et d'être entendu à Kinshasa pendant les négociations et de nous faire connaître entre nous que ce qu'on mène comme initiative. » Alors, ce projet a un nom ou pas? C'est une radio ça va s'appeler maintenant Ngoma wa Kasai, ça veut dire le tambour du Kasaï. Et donc aussi, il y a un sous-titre toutes les voix du Kasaï. Très bien. Est-ce que les dirigeants, les responsables politiques ou du Kasaï ou au niveau national acceptent de venir à votre micro, par exemple? Pour le moment, le projet est plutôt bien accueilli. Je pense que, en RDC, vu que la Fondation Hirondelle a une très bonne réputation, et une très bonne réputation dans quel sens? Dans le sens où, généralement, on arrive dans des contextes où il y a le média d'État. Le média d'État donne la parole aux gens qui sont cooptés. Les autres, vous n'avez pas droit au chapitre, on ne vous entend pas, vous ne pouvez pas parler. Vous voulez parler, vous devez payer. On arrive avec des médias qui se posent comme étant au service de tout le monde. Vous voulez parler, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous avez quelque chose à dire de constructif? Vous pouvez parler. Vous n'avez rien à payer, on est là à votre service. Donc, de ce point de vue, pour le moment, en tout cas, c'est plutôt bien accueilli. Aussi, je crois que parce que les gens se rendent compte aussi des effets négatifs d'un contexte où il y a des rumeurs, où il y a de la désinformation, où les gens, en fait, ne savent pas trop vers où se diriger. Pour eux, c'est toujours salutaire. Après, il y a beaucoup de défis. On a une radio partenaire qui a été attaquée. Parce que, aussi, par ailleurs, les gens ne sont pas encore habitués à cette idée de on donne la parole à tout le monde, on fait un traitement équitable, on reflète la diversité. Donc, parfois, la diversité n'arrange pas toujours tout le monde. Et il y a une radio qui a été attaquée parce que, justement, elle a donné la parole à des acteurs politiques de différents bords et de manière équitable. Et je crois que ça n'avait pas été très bien accepté parce qu'il y a aussi ce travail qu'on fait, nous, d'éducation, à prendre la diversité. Mais comment on fait pour faire parler des gens qui ont souffert de la guerre et notamment dans ce pays-là, la RDC, des femmes qui ont été violées souvent. Comment on arrive à les faire parler? Oui, après, je crois que c'est un des points de départ, c'est qu'il faut avoir une certaine empathie. Après, quand on est journaliste, moi, je n'ai pas travaillé comme journaliste, mais donc on ne va pas demander aux journalistes d'être empathiques parce qu'après, ce serait insupportable pour eux face à tout ce qu'ils rencontrent. Mais c'est vraiment une démarche qui part toujours de la dignité de la personne. Une personne, on doit la respecter par rapport à ce qu'elle a vécu, et une des approches les plus simples, c'est déjà de parler à ces gens dans leur langue. C'est pas de venir avec la pression de je veux un scoop, il faut que tu me racontes là tout de suite ce que tu as vécu. Il faut prendre le temps, il faut passer le temps avec les personnes, il faut qu'elles vous racontent leur histoire le plus naturellement du monde, et après, c'est à vous d'aller faire votre travail journalistique et de dire qu'est-ce qu'il en sort comme substance. C'est le moment de vous interroger sur une des questions posées par cette table ronde. Leslie Piquemal, le droit à l'information est-il indissociable des droits humains ou constitutif des droits humains? Oui, bien sûr. Alors, ce dont on a déjà pu discuter, ça a déjà donné quelques exemples, effectivement, du fait que sans droit d'accès à l'information et sans le droit d'informer, c'est-à-dire la liberté d'expression et la liberté de la presse, on ne peut pas avoir un espace public vraiment qui soit ouvert et un espace politique dans lequel il y a des débats sur les politiques du gouvernement. Et donc, en fait, il n'y a pas de dialogue et il n'y a pas de dynamique sociale et politique qui sont possibles sans parole, en fait, et sans information. Et ça, c'est particulièrement vital quand justement les politiques du gouvernement posent problème. S'il n'y a pas de discussion en Parlement, il n'y a pas de discussion dans les médias, il n'y a pas de discussion sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de discussion dans les partis politiques. S'il n'y a pas trop de partis politiques, c'est encore pire. S'il n'y a pas de discussion en général dans tout ce qui est la sphère publique,
Là, franchement, vous ne pouvez pas faire fonctionner une démocratie, vous ne pouvez pas faire fonctionner un système politique ouvert. Donc ça, c'est fondamental. On a déjà vu un petit peu ce qui est du contexte électoral. C'est d'ailleurs quelque chose qui est rappelé dans des conventions internationales sur les droits humains et aussi, accessoirement, le manuel d'observation électorale de l'UE pour les missions d'observation électorale rappelle qu'il faut une liberté d'expression et de la presse pour avoir une véritable élection libre et concurrentielle. Après, je ne sais pas si vous voulez que j'élabore également sur la sécurité, le développement humain, tout ça. C'était, je pense, particulièrement visible en Égypte dernièrement parce qu'en fait, depuis 2 ans et demi, on a des politiques d'austérité. On a un prêt du FMI en Égypte avec un programme assez dur, en sachant que même avant ce programme, il y avait très très peu de classes moyennes en Égypte, peut-être 5% de la population. Donc les élites, c'est encore moins. Et la majorité des gens qui sont moins privilégiés, ce sont tous les autres. Et donc après ça, on a cette dévaluation de la monnaie égyptienne fin 2016 et différentes politiques d'austérité, et notamment on enlève les subsides, notamment pour les biens de base, petit à petit. Et donc inflation du prix des produits de base et des prix des services essentiels, santé, éducation, tout ça, aussi pour l'énergie, l'essence, le gaz. Donc c'était vraiment une période de dureté accrue, de la vie pour beaucoup, beaucoup de gens dans le pays. Et donc, on se dit, politique d'austérité, ok, on nous dit qu'il faut serrer les dents, il faut continuer à travailler, puis ça va s'améliorer, la situation au moyen terme va s'améliorer. Sauf que là, ça fait 2 ans et demi, c'est toujours assez difficile. On a une croissance, certes, mais elle n'est pas... il n'y a pas de trickle-down effect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monsieur tout le monde dans la rue, il ne ressent pas un mieux, quoi. Il n'y a pas d'amélioration, toujours pas. Et c'est là que peut-être qu'il faudrait discuter un petit peu de ces politiques économiques et sociales, financières. Est-ce que ce sont les meilleures à suivre actuellement? Et on ne peut pas. Et donc, par exemple, en octobre 2018, un économiste, Abdelkhalek Farou, a été arrêté après la publication de son livre intitulé « L'Égypte est-elle vraiment un pays pauvre ?» Point d'interrogation. Et il faisait référence à quelque chose que le président Sisi a dit dans une conférence de presse l'année précédente. Il a été arrêté, interrogé pendant 8 heures sur ses sources et qu'est-ce qu'il dit et pourquoi il répond des informations mensongères. Et même, pas seulement lui, son éditeur a été arrêté aussi. Et les deux inculpés dans une affaire criminelle. Voilà, on a aussi les lanceurs d'alerte pour tout ce qui est fraude, corruption dans l'appareil d'État qui n'ont pas d'espace. Le cas le plus connu, c'était un homme qui s'appelle Hicham Ganina, il y a 2-3 ans. Il avait été nommé avant cela président de la Cour des comptes, enfin l'équivalent égyptien de la Cour des comptes, et donc qui doit contrôler ce qui se passe, est-ce qu'il y a de la fraude, de la corruption dans l'appareil d'État, dans les administrations publiques. Et oui, il y en a beaucoup, et il essayait d'alerter le gouvernement, personne ne l'écoutait, et frustré, au bout de 2-3 ans, il fait une interview avec un journal privé. Et il dit, ah oui, c'est grave, la fraude et la corruption dans l'appareil d'État coûtent aux contribuables égyptiens des milliards. Ce monsieur a été démis de ses fonctions illico presto par le gouvernement. Et c'est pas tout. On a ouvert des poursuites judiciaires contre lui pour avoir répandu des fausses nouvelles. Donc il a été condamné à 2 ans avec sursis, 2 ans de prison avec sursis. Ça s'est un peu tassé, pression internationale. Et 2 ans plus tard, ce monsieur a voulu soutenir la campagne, l'hiver de 2018, d'un candidat d'opposition. Et là, rebelote, en fait, il a subi une agression, battu, poignardé, il en a réchappé de justesse. Et de nouveau poursuites judiciaires, là devant un tribunal militaire, parce qu'il y a beaucoup de civils qui sont poursuivis dans les tribunaux militaires en Égypte. Et là, il a été condamné à 5 ans de prison. Et la peine est confirmée en appel. Voilà, il va faire 5 ans de prison chez Amgalana. Donc, voilà. Mais comment ça se passe quand vous faites remonter, parce que ça vous le faites remonter à Bruxelles, auprès de la Commission, auprès des élus européens, oui. Qu'est-ce qui vous revient comme réponse?
Une variété de réponses, ça dépend à qui vous adressez. Alors au Parlement européen, vous avez tout et son contraire, en allant de la gauche à la droite, en passant par les libéraux, les verts et centristes. Beaucoup de gens s'inquiètent de cette situation parce qu'il est clair que l'Égypte n'est pas stable, que toutes ses politiques sont nuisibles et que c'est pas en serrant la vis à tout va que ça y est, tout va bien se passer dans le pays. Par contre, le Parlement européen n'a pas de pouvoir de décision au niveau de la politique étrangère de l'Union européenne. Donc il peut commenter, lancer l'alerte, dénoncer, et c'est tout. Au niveau du service d'action extérieure et de la Commission, on soupire, on dit « Ah oui, c'est compliqué, ma foi, que faire ?» Et la petite phrase qu'on entend souvent, c'est en anglais généralement, c'est « Ah, but we have no leverage ». C'est-à-dire « Ah, mais que pouvons-nous faire? Nous n'avons pas de pouvoir d'influence sur les choix du gouvernement égyptien. » Et ça, c'est un peu se voiler la face, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, dans différents gouvernements européens et aussi dans les institutions européennes, ce qui est plus priorisé dans les relations avec des pays comme l'Égypte, c'est le dossier migratoire, c'est fermer les frontières, c'est la lutte antiterroriste, la coopération sécuritaire. Et ces trois dossiers-là sont un petit peu fusionnés aujourd'hui. Et on travaillait sur le Niger, je crois que vous serez un peu d'accord avec moi. Et voilà. Donc, oui, on s'inquiète de la situation des droits humains en Égypte, mais pas au point de remettre en question ce genre d'accord. Ça, c'est pour les institutions européennes. Et quand vous vous adressez au gouvernement, comme le gouvernement français, alors là, vous avez en plus des intérêts commerciaux, et notamment les ventes d'armes. Et voilà. Et le président Sisi continue d'être fréquentable, donc. Apparemment. Bon. Oui. Il est même président en exercice président de l'Union africaine en exercice. Oui. Pauline Ben, le droit à l'information est-il indissociable des droits humains pour vous? Oui, oui, évidemment. Moi, je dirais, il est même pas seulement indissociable, c'est un droit condition de la jouissance d'autres droits fondamentaux. Évidemment, ici, il y a des lycéens et tout, donc ils pourront faire la recherche sur Internet, article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Afrique, article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et il y a même des efforts supplémentaires qui ont été faits, parce qu'en Afrique, il y a eu, avec l'organisation article 19, qui s'appelle article 19, Campagne globale pour la liberté d'expression, qui a fait adopter par l'Union africaine la déclaration de principe sur la liberté d'expression. Donc, oui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'autres droits dits de première génération, fondamentaux, et ensuite d'autres droits de seconde génération, tout ce qui est droits économiques, sociaux et culturels, dont on pourrait difficilement garantir la jouissance s'il n'y a pas d'information. Je vais prendre un exemple de quelque chose qui s'est passé, un ou deux exemples de ce que j'ai eu à suivre quand j'étais au Sénégal. Une partie de ce travail, ça avait été fait avec l'article 19, et c'était une campagne sur l'accès à l'information. Donc, vu que les gouvernements sont souvent assez réticents sur cette histoire d'accès à l'information publique, parce que qui dit accès à l'information dit obligation de transparence sur toute information détenue par les institutions publiques, donc obligation de transparence sur, par exemple, les contrats signés avec les multinationales, obligation de transparence sur les questions extractives. Il y avait eu toute une campagne qui avait été faite sur le droit d'accès à l'information sur la santé. Et donc, on avait pris la cible les femmes, parce que, les gouvernements étaient quand même relativement d'accord avec l'idée de faire avancer les droits des femmes et avec l'idée de faire avancer la question de l'intégrité, l'accès à la santé. Donc, il y avait eu toute une campagne qui avait été bâtie sur le fait qu'il fallait absolument que les femmes soient informées des risques en matière de grossesse et donc les conséquences des grossesses précoces et puis les conséquences en matière de fistule obstétricale. Et donc, c'est par ce biais qu'on avait pu mettre en place une loi sur l'accès à l'information. Donc, on essaie de partir sur une question très simple. Si les gens ne sont pas informés de comment ils peuvent trouver des points de santé, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préserver, pour se protéger, ils sont en danger. Ils sont en danger de mort même parfois. Donc, effectivement, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on essaie de faire avancer certaines
l'application, en fait, parce que les lois sont là, hein, elles sont garanties parfois dans les constitutions, mais c'est l'application qui pose problème. Une autre chose, c'est l'accès à la terre. L'accès à la terre qui conditionne aussi l'accès à l'alimentation. Si vous n'avez pas de terre pour cultiver, vous ne pouvez pas vous nourrir. Et il y a quand même un phénomène de spoliation de terres dans beaucoup de pays africains. Les terres sont attribuées, bon, encore une fois, à des groupes, soit des groupes multinationaux, soit à des notables. Donc, s'il n'y a pas un suivi de cette action, comme d'une manière générale le suivi par les citoyens de l'action de leurs élus, ça passe par un accès à l'information. Il faut pouvoir avoir la main sur l'information et il faut pouvoir la diffuser. Donc, c'est pour ça que je dis c'est vraiment un droit, un des premiers droits, une condition pour la jouissance d'autres droits. Et c'est ce que vous faisiez à Studio Kalangu, les émissions, les magazines en langue vernaculaire avaient cette mission-là. Oui, il y avait... de parler de la terre, des tout récoltes. À fait, il y avait cette mission-là de parler de la terre. Il y a eu un moment où il y a eu toute une série d'émissions sur la santé. Est-ce que la santé, est-ce que la population a une santé de qualité au Niger? Est-ce que c'est parce qu'on a construit un centre hospitalier qu'on peut dire qu'il y a un accès de qualité à la santé? Il faut aller voir. On dit qu'il y a des soins qui sont gratuits. Sont-ils vraiment gratuits? Il faut aller voir. Oui, mais en fait, finalement, c'est la consultation qui est gratuite, mais les médicaments ne sont pas gratuits, mais c'est contraire à ce que dit la loi, et c'est contraire à ce qui a été voté comme subvention pour l'hôpital. Donc, comme ça, il y a vraiment beaucoup d'applications très, très concrètes. Et donc, on essaie de faire d'abord une information pour dire aux gens, voilà ce que dit la loi, voilà quelle est la situation, voilà tels sont les budgets qui ont été votés. Et puis, effectivement, pas en français. En Hausa, ou bien en tamashek, ou bien en peul. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le cas du Niger, mais vous intervenez dans des pays où les dirigeants n'ont aucune envie que la population soit informée, soit instruite. Ils vous autorisent à vous installer? Comment ça se fait? En fait, c'est vraiment... Au début, c'est toujours très, très difficile. À un moment, on arrive à un phénomène assez paradoxal, dans le sens où ces gouvernements savent quand même ils peuvent le nier officiellement, mais je pense que quelque part, ils se savent contester. Quelque part, ils savent que le média public est en perte de vitesse. Donc, à un moment donné, ils ont besoin d'un média qui soit là. Ils savent qu'ils peuvent vous mettre dehors, en fait, quoi. Je veux dire, à un moment, voilà, s'ils veulent vous mettre dehors, ils vont vous mettre dehors. Mais tant qu'ils n'ont pas décidé de vous mettre dehors, ils savent que quelque part, vous êtes aussi une garantie de stabilité. La population a confiance dans ce type de médias. Et ils se disent, au moins si vous êtes là, il y a des rumeurs qui nous sont parfois nous aussi néfastes, donc on va profiter de la situation. Bon, évidemment, quand ça commence à devenir un peu menaçant pour eux, on a eu le cas à Agadez, et justement, ici, elle parlait de la question migratoire. Donc, dans le Niger étant un des pays, c'est le passage, en fait, de tous les migrants ouest-africains. Donc, il y a le Niger qui a adopter une loi qui criminalise un peu le passage et toute l'aide que vous pouvez apporter. Donc, auparavant, il y avait des gens qui partaient de Niamey, passant par Agadez, allant en Libye, etc., pour faire du commerce. C'était un voyage tout à fait normal. Maintenant, vous n'avez pas besoin de transporter des gens, mais on peut vous arrêter parce que peut-être que vous venez d'acheter un minibus et qu'on se dit que vous projetez peut-être de transporter des gens. Et en fait, cette loi, elle est contraire à la libre circulation des personnes et des biens qui est consacrée dans l'espace CEDEAO. Donc, on a fait une série de reportages à Agadez et on a notamment organisé un débat dans lequel on a donné la parole à quelqu'un qui est dans le trafic de migrants. Et... donc, ça n'a pas beaucoup plu à une autorité locale pour qui il n'y avait plus de passeurs. La loi, selon lui, marche très, très bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de passeurs à Agadez. Mais on sait qu'il y a des passeurs à Agadez. Et donc, c'était un peu contradictoire par rapport à l'idée de on maintient l'ordre, il n'y a pas de passeurs à Agadez. Donc, tout de suite, ils ont traqué les informateurs, les sources, en fait, qui avaient... et donc, ils ont arrêté... quelqu'un qui était passé, qui avait parlé avec nos journalistes, et ils ont demandé à nos équipes ils ont demandé de ne pas diffuser. Bon, évidemment, l'équipe était sur place à Agadez, nous on était à Niamey, c'était un peu compliqué pour eux, donc
sur le coup, ils ont quand même été obligés d'obtempérer, en fait, quoi. Donc, il y a toujours des cas où c'est assez compliqué. Après, nous, on peut revenir, protester, mais disons qu'à un certain moment, on regarde aussi la sécurité des personnes et l'enjeu. On peut très bien, à un autre moment, faire un autre reportage sur la situation, plutôt que de mettre en péril les gens qui sont seuls à Agadez et qui soient arrêtés, et puis aussi avec tout ce que ça comporte comme intimidation sur la famille des personnes qui ont parlé en antenne. Leslie Pickman, vous avez quelque chose à dire, non, sur vous parliez du Niger, ou voilà, vous avez entendu parler de ce qui se passait au Niger, non? Oui, enfin, on entend un peu tous parler en suivant ce qui se dit sur la politique migratoire de l'Union européenne, l'externalisation des frontières. On entend tous un peu parler de la conditionnalité de l'aide de développement par rapport à la fermeture des frontières, quoi. J'essaie de résumer un peu ça, et que c'est une politique dont j'ai entendu parler par rapport au Niger, évidemment. On va vous passer le micro maintenant à la salle pour que vous discutiez avec nos intervenants. Mais un dernier mot, Pauline Bint, il y a des radios internationales qui ont essayé d'installer, ou qui ont installé des émissions dans les langues africaines, mais qui ont des problèmes de traduction. Il y a des choses, notamment au niveau des droits de l'homme. Comment vous passez cet écueil, vous? Ça va, ça se passait bien au Niger? Oui, des problèmes de traduction dans le sens où de traduire le concept. Les concepts et les mots. Oui, en fait, difficile. Voilà, oui, tout à fait. On travaille avec on travaille avec des linguistes, en fait, des gens du pays, pour essayer, non pas de faire une traduction mot à mot, mais l'idée qu'il y a derrière un concept de droits humains, comment ça se traduit dans la langue, et c'est ça qu'on essaie d'adapter. Des questions? Il y a un micro qui peut circuler, sinon j'ai le mien qui peut. Vraiment? Ah, il y a une question là. Il faut qu'on vous entende, madame. Vraiment, il faut qu'on vous entende. Le micro arrive. Merci. Je voudrais juste savoir quel est le niveau d'alphabétisation des Égyptiens. Parce que il me semble quand même que certains d'entre eux poussent un petit peu dans les études et qu'ils ont peut-être un esprit critique qui puisse leur permettre un petit peu de réagir par rapport à ce manque de liberté de la presse. Alors oui, effectivement, les Égyptiens en majorité savent lire, pas tous. Le problème persiste, notamment à cause du problème de la pauvreté qui fait que certaines personnes ne peuvent pas finir l'école parce qu'elles sont obligées d'aller travailler pour soutenir leur famille. Mais en fait, l'esprit critique ne vient pas seulement de la connaissance de l'alphabet et de la capacité à lire une phrase. C'est aussi quelque chose qu'on apprend à l'école. Et en famille aussi, et dans d'autres milieux sociaux aussi. Mais on apprend en grande partie à l'école comment exercer l'esprit critique sur ce qu'on lit et ce qu'on entend. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment encouragé dans l'école publique égyptienne. C'est quelque chose que j'ai pu voir quand, à la fac, enfin à l'université égyptienne, j'enseignais à des étudiants en première, deuxième année, donc ils venaient de finir le lycée. Et c'est en fait un système scolaire public où on apprend plutôt par le par cœur. Donc vous avez votre manuel dans chaque matière et on vous apprend un contenu et on vous dit que ça c'est exact, ça c'est correct. Et donc vous apprenez et au moment de l'examen vous recrachez. Et là si vous dites tout comme c'était dans le livre, vous avez 20 sur 20. D'accord. Et donc, vous dites, ça, c'est la bonne réponse. Et je voyais ça avec mes étudiants en première ou deuxième année à l'université. Ils nous disaient, mais madame, c'est quoi la bonne réponse? C'est quoi Quand j'essayais de les faire réfléchir sur une question politique, où vous pouvez discuter d'un côté et de l'autre, amener des arguments. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, sauf si vous parlez d'une recette de gâteau. Mais enfin, voilà. Et ça, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a une succession de régimes autoritaires en Égypte depuis tout au long du XXe siècle et au XXIe siècle, avec une petite fenêtre de 1 ou 2 ans avec plus de liberté entre 2011, 2012, 2013. Mais c'est parce que c'est pas pratique d'encourager
tout plein de gens à avoir exercé un esprit critique et à questionner ce que dit l'État et ce que dit le gouvernement et ce que dit le parti dominant, si vous voulez les contrôler, si vous voulez qu'ils ne se révoltent pas. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des médias en radio ou en télévision qui parlent un langage qui peut être compris par le plus grand nombre, c'est-à-dire pas d'arabe littéraire, les mots de la rue? Est-ce que ça existe? Oui, alors au niveau langage, oui. Donc le niveau de dialectal, enfin de l'arabe égyptien, oui. Alors, par contre, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? C'est plutôt un discours pro-gouvernement parce que effectivement, les chaînes ont été rachetées par des personnes proches du gouvernement ou carrément par les renseignements généraux. Donc vous avez des présentateurs de télévision justement qui ont des talk shows et qui s'expriment à l'envi effectivement en dialecte égyptien, compréhensible pour monsieur tout le monde, mais voilà, en fait ce qu'ils disent, c'est un discours plutôt très très nationaliste, très très en faveur de la présidence, et ils répandent souvent l'idée que parler à l'étranger sur la situation des droits de l'homme en Égypte et aussi sur les politiques du gouvernement en général, parler de manière critique, c'est pas patriotique, c'est miner le gouvernement au moment où il est engagé dans une lutte importante contre le terrorisme. Et ça dure, cette lutte contre le terrorisme, ça fait longtemps. Voilà. Et il y a cet aspect aussi, hein, la lutte contre le terrorisme dans le Sinaï. Il n'arrive pas à bout. Non, il n'arrive pas à bout et malheureusement, c'est difficile d'être très optimiste parce que quand vous avez une politique très, très, très répressive et très violente, finalement, c'est contre-productif au bout d'un moment. Quand vous avez beaucoup de cas d'exécution extrajudiciaire, donc des gens qui sont tués à bout portant, beaucoup de gens qui sont d'éviction forcée, c'est-à-dire des gens qui sont éjectés en masse de leur village pour déblayer des zones tampons près de la frontière, beaucoup de cas de disparition forcée, de torture, et vous mettez les gens en colère. Et quand ils n'ont pas accès à la justice, ils n'ont pas accès à des moyens d'essayer de faire rendre des comptes aux responsables, ces gens-là sont plus facilement recrutables par des groupes extrémistes parce qu'ils n'ont pas de recours. Et c'est pas par hasard que le Sinaï est fermé aux journalistes et aux associations de défense des droits humains depuis plusieurs années maintenant. Bien sûr. D'autres questions? Oui, moi je veux bien vous poser une question. En termes de journalistes... Je ne vous vois pas. C'est moi. Là. Je suis très loin. Les journalistes égyptiens, je suis journaliste, hein, donc on les connaît. Les journalistes sans frontières, effectivement, enfin, on essaie de les rapprochez le micro de votre bouche. On essaie de les défendre, on essaie en tout cas de faire connaître leur situation, mais j'ai l'impression qu'au niveau européen, il y a peu de choses qui se passent pour soutenir les journalistes étrangers, qu'il s'agisse de l'Afrique, qu'il s'agisse de l'Égypte. Enfin, globalement, aujourd'hui, les libertés d'informer sont largement attaquées. Alors, je vous entendais sourire. Alors, vous parliez des journalistes emprisonnés en Égypte. C'est pas drôle du tout, parce que je pense que les prisons égyptiennes, il n'y a rien de drôle du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau européen, justement ? Est-ce que j'ai bien compris? Vous me demandez que fait l'UE, que fait l'Europe pour défendre les journalistes? Je dirais, honnêtement, c'est un peu variable selon le pays. Parce que pour chaque pays différent du monde arabe, par exemple, on a des intérêts différents, côté européen et côté États membres. Donc on a plus ou moins envie de critiquer la répression de l'État vis-à-vis des journalistes. Et même si ça peut changer, on a vu que pour l'Arabie saoudite, il y avait très très peu de volonté dans les gouvernements européens de critiquer la répression des journalistes, jusqu'à ce qu'il y ait un cas très 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 scandaleux, le cas de Khashoggi l'année dernière. Ça a un peu ouvert les portes d'une certaine critique quand même, très, très fortement portée par les médias américains. Que fait vraiment l'UE? Pas grand-chose, je dirais. Alors, vous avez des diplomates européens et d'États membres qui ils parlent de ces cas de journalistes en détention avec des diplomates, leurs pendants, leurs correspondants égyptiens.
Ils leur disent, voilà, on est très préoccupés, s'il vous plaît, monsieur Untel, il a été en détention depuis très longtemps, on dirait que ce sont des charges politiques contre lui, sa santé est mauvaise, il a été torturé, on voudrait vraiment qu'il sorte. Et souvent, c'est un message qui n'est pas public, c'est dans une salle de réunion fermée. Ça a moins d'impact, malheureusement, qu'un message public. Quand il s'agit d'un gouvernement qui s'attache beaucoup à son image internationale. Ce qui est beaucoup plus le cas quand vous êtes en difficulté financière et quand vous devez emprunter pour soutenir votre économie. Votre institut a aussi est un organe consultatif auprès des Nations Unies. Hein. Vous êtes à Genève, oui. Ouais. Et les réponses sont mieux aux Nations Unies qu'à l'Union européenne? Oui, en fait, le bureau du haut commissaire pour les droits humains, à la fois sous le précédent haut commissaire et la haute commissaire actuelle, en finit par beaucoup parler de la répression en Égypte à l'encontre des journalistes, mais aussi des activistes, des dissidents politiques, des associations de défense des droits humains, etc. Et aussi tout ce qui est procédure spéciale, donc les rapporteurs spéciaux, sur les détentions arbitraires, sur la torture, sur les exécutions extrajudiciaires, sur les droits humains dans le contexte de la lutte antiterroriste, ont tous parlé des violations en Égypte. Et donc ça, dans le milieu onusien, c'est bien connu, c'est bien établi, c'est reconnu. Et même le Comité contre la torture des Nations Unies, dans son rapport annuel 2017, a conclu que la torture en Égypte est une pratique systématique et a pointé justement le rôle de la sûreté de l'État dans cette pratique. Donc ça, c'est plus reconnu, oui. Votre question? Merci. Je voulais savoir si les personnes qui sont interrogées par les radios, donc par exemple au Niger, le passeur de migrants, est-ce qu'ils sont protégés par un certain anonymat pour les protéger d'une revanche de l'État qui pourrait les faire taire complètement? Oui, après, en fait, ça dépend du sujet. Ça dépend de l'émission aussi. Si c'est une émission de débat, entre guillemets, public, voilà, ils viennent pour leur identité, ben, il n'y a pas de protection spécifique autre que les textes qui sont la constitution du pays, les textes internationaux. Après, si c'est quelqu'un qui a donné une information sensible, il est protégé, c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, on a le droit de ne pas révéler les sources quand elles mettent en danger notre informateur. Bon, après, c'est des gouvernements qui sont toujours très, très bien renseignés et qui ont, contrairement à ce qu'on peut croire, de très bons systèmes d'enquête quand ils veulent. Donc, après, ils peuvent mettre la main sur... ils peuvent découvrir. Mais nous, en tout cas, en tant que journalistes, en tant que médias, on protège les sources. Et après, c'est arrivé aussi c'est arrivé pas nécessairement au Niger, mais c'est arrivé dans certains cas où on travaille avec d'autres organisations qui sont vraiment spécialisées dans la protection des journalistes et des sources, qu'on puisse exfiltrer quand c'est des situations vraiment difficiles, qu'on puisse exfiltrer les personnes ou leur donner une protection, notamment avec Article 19 ou International Media Support du Danemark. En tant que organisme venant de Suisse, est-ce que vous avez une protection, j'allais dire supérieure, parce qu'on sait que les chefs d'État africains respectent la Suisse, ne serait-ce que parce que pendant longtemps, ils ont mis leur argent là-bas. Oui. Mais est-ce que vous avez une protection? Ils ont toujours leur argent, je crois. Ils ont toujours leur argent. Je pense qu'en fait, la Suisse ne fait pas peur. Je crois, il y a une sorte de sympathie, où c'est quand même un petit pays, bon, on ne le connaît pas trop. C'est pas Amnesty International qui arrive là, voilà, ou bien ce qui est encore Human Rights Watch, ou bien voilà. Donc en fait, la Suisse, je crois que c'est souvent des projets qui sont accueillis avec une certaine bienveillance, qui font pas peur au départ. Aussi parce que, mais ce que je vais dire, c'est terrible, mais je veux dire, il y a un sentiment de supériorité et d'arrogance énorme de nos États qui font que, wow, vous allez faire en langue locale, bon. Il y a un mépris total pour le peuple. C'est en langue locale, etc. Bon. Donc, au début, c'est pas tellement... On dit, ouais, ben, c'est pas très grave. C'est vrai qu'il y a la crainte de, ah oui, l'information, les médias, c'est sensible. Mais généralement, au début, ça fait pas peur, quoi. Après, on essaie vraiment
d'asseoir après la réputation, c'est une information basée sur les faits. Les populations, en fait, après les auditeurs réclament, ils mettent la pression sur les radios, et donc ça constitue après aussi notre rempart, notre protection, quoi. Vous respectez la législation des pays, évidemment, où vous vous installez. Est-ce qu'il y a une sorte de sésame, comme dans les pays européens, une carte de presse qui protégerait vos journalistes ou pas? Oui, en fait, il y a oui, dans tous les, en tout cas dans la plupart des pays où on est, en Afrique, il y a une carte de presse. Bon, après, ça n'empêche pas qu'on menace. Après, l'autre chose aussi, et justement, ça me fait penser à ce que Leslie disait sur le rachat des médias en Égypte. Moi, j'étais quand même assez choquée, et vraiment, je l'apprends là. Parce que quand on regarde justement ce droit à l'information, c'est une des conditions. La propriété des organes de presse, elle doit être contrôlée. On ne peut pas avoir une concentration par des rachats. Et justement, ça me fait... Je reviens vers vous là. Donc, cette histoire de la carte de presse qui protège, en fait, comme on est un statut spécifique, on est quand même une ONG, ce sont des médias d'ONG, les gouvernements ont peut-être un peu moins de pression parce qu'ils ne nous tiennent pas tellement par le côté financier. Donc maintenant qu'il y a dans beaucoup de pays la liberté d'expression, et là on ne doit plus arrêter les journalistes, on ne doit pas les enfermer sous n'importe quel prétexte, il y a les poursuites judiciaires avec des amendes énormes qui en fait ruinent les médias et les font taire. Bon, disons qu'ils n'ont pas trop la possibilité de nous attaquer dans ce sens-là. D'autres questions? Allez-y. Oui, venez, je vous passe le micro. Le micro arrive. Oui, c'était pour revenir sur l'éducation à l'esprit critique. Vous trouvez qu'en France, dans l'éducation, je suis enseignante, c'est pour ça que je vous pose la question, on est fort ou on n'est pas fort? C'est une question qui s'adresse à vous deux. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole en premier? J'ai fait une toute petite partie de mes études en France. Je ne sais pas, en fait, ces derniers temps, du regard que j'ai de l'extérieur, pas nécessairement sur l'éducation, parce que je ne suis plus ici depuis trop longtemps, mais du regard que me renvoient les médias, je trouve qu'il y a effectivement comment on appelle ça, une dégringolade de l'esprit critique. C'est ça. C'est-à-dire que, je vais peut-être parler de mon cas personnel, la manière dont j'ai été le produit d'un système éducatif, je viens du Cameroun, j'ai été le produit d'un système éducatif de type français, francophone. Ce que j'ai toujours trouvé formidable, c'était deux cours, le cours de français et le cours de philo. Le cours de français, parce que c'était le cours où on vous disait, OK, voilà les œuvres, vous lisez, critiquez, commentaires, c'est quoi la thèse, l'antithèse, etc. Après, vous devez faire une synthèse qui est votre propre point de vue. Et je suis sortie, j'ai fait des études un peu partout, puis à un moment, je reviens en France pour continuer, et j'ai été frappée par le fait que quand j'allais à l'université, à la bibliothèque, je trouvais que les étudiants avaient l'air de ne pas trop avoir de recul par rapport à ce qui est écrit. Alors que moi, je considérais que j'étais le produit de ce système francophone où on vous permettait d'avoir le recul par rapport à ce qui est écrit. Et je crois qu'il y a une dégringolade aujourd'hui. J'ai l'impression, en tout cas je me trompe, peut-être qu'il n'y a pas de recul par rapport à l'écrit, au système d'enseignement. Il y a une force qui a été le développement des médias sociaux. On peut s'informer à gauche, à droite, comme on veut, en temps réel. Mais justement, aussi, ces médias-là se caractérisent de plus en plus par un manque d'ouverture. Et d'ouverture à l'autre, de présentation de points de vue différents, parce que c'est les points de vue différents qui permettent à chacun de se faire sa propre opinion et de critiquer. Leslie? Leslie? Moi, j'ai été éduquée dans le système français, mais ça s'est quand même fini il y a assez longtemps, parce que j'ai passé mon bac il y a bien 20 ans maintenant. Et puis, j'ai été à une école très privilégiée. J'étais à un lycée international, donc c'est pas représentatif de l'expérience de la moyenne de la population en France.
Moi, ce que je vois, ce dont parlent mes amis qui sont profs, par exemple, ou dont les enfants vont à l'école, c'est effectivement on diminue les budgets, qu'il n'y a pas forcément assez de moyens, que c'est très inégalitaire. Moi, j'ai grandi en banlieue. J'ai grandi après dans une banlieue privilégiée. Après, j'ai vécu dans une banlieue moins privilégiée. Mais on voit une différence assez forte, les moyens, et puis je crois que aussi les effectifs en classe, enfin, le temps que peuvent, et les moyens qu'on peut consacrer à l'éducation. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc dire plus tard, on aurait pu poser cette question. Il y a une question au fond. Les lycéens, pas de questions? Allez-y, monsieur. Bonsoir, je voudrais vous poser une question. Que fait l'Union européenne pour protéger les journalistes persécutés, emprisonnés au Maroc et en Algérie? Je rappelle qu'en Algérie, il est classé au niveau de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières, 136/67. Le Maroc, la même chose. Il y a un journaliste, Hamid El-Mehdaoui, et les d'autres citoyens emprisonnés au Maroc. Que fait l'Union européenne? Ça, c'est la première question. Deuxième question, je veux savoir votre avis sur la politique du gouvernement français qui préfère de vendre des armes au régime de Sisi que de défendre les journalistes persécutés en Égypte. Merci. Leslie. Alors, que fait l'UE pour essayer de soutenir les journalistes emprisonnés en Algérie et au Maroc? Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas précisément, parce que je travaille plus sur l'Égypte et la Libye, personnellement. Je crains que quoi que fasse l'UE pour l'instant, ce ne soit pas assez, parce qu'ils y sont toujours en prison. Et quand je pense à Hamid El-Mehdaoui, effectivement... Je n'ai pas souvenir d'une réaction tonitruante de l'UE au terme de ces procès visant à réprimer des gens par rapport à la rébellion du Rif. J'ai pas souvenir d'une réaction aussi forte que ça. Et je crois qu'il faudrait beaucoup plus d'engagement politique pour défendre leurs droits. Je me rappelle justement d'une manifestation des journalistes algériens il y a quelques jours, parce que leur rédaction, pour différentes raisons, ils n'avaient pas le droit de couvrir, en fait, vraiment d'avoir une liberté de ton sur ce qui se passait au niveau des manifestations. Et donc ça, c'est un courage qu'il faudrait soutenir. Il faudrait beaucoup plus de solidarité internationale pour les journalistes qui s'engagent et pour les luttes en faveur de la liberté d'expression. Pour votre deuxième question, quant à la politique française et à toute l'attention qui est accordée aux ventes d'armes et de matériel de surveillance au régime égyptien, ça c'est effectivement très préoccupant. Quelque chose sur lequel on travaille depuis un moment. Ça a été vraiment longtemps assez difficile de se faire entendre. Quand je dis on, je ne vais pas dire juste moi et mon association. En fait, il y a beaucoup d'associations françaises et les bureaux français d'associations internationales qui travaillent là-dessus. Des rapports qui ont été publiés sur la question de la complicité française dans des violations des droits humains en Égypte, par Amnesty, par la FIDH. On a co-signé un rapport également. En gros, c'est une politique qui date de l'arrivée au ministère de la Défense de M. Le Drian et qui a été poursuivie par lui lorsqu'il est devenu ministre des Affaires étrangères sous le président Emmanuel Macron. Donc c'est une politique vraiment très volontariste de soutien des ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, en Égypte et parfois plus récemment à d'autres États du Golfe dans lesquels on a des sociétés qui vont être parfois des intermédiaires pour revendre ensuite des armes ou retransférer les armes à d'autres pays comme l'Égypte. C'est malheureusement, je pense, le résultat d'une politique basée sur une évaluation à très court terme du bénéfice, des profits qu'on peut tirer de ça, et au détriment de la stabilité de l'Égypte, de la réelle stabilité, pas à façon répressive
on fait taire tout le monde, mais d'une réelle stabilité qui nécessite un système ouvert finalement, où on a une liberté d'expression, une liberté d'association, de rassemblement, une liberté syndicale, de rejoindre un parti politique, un mouvement social, etc. Et où la lutte contre le terrorisme, elle se fait par la construction d'une société ouverte et pas par la répression à tout va. Voilà. Puisque vous donniez des classements, monsieur, l'Égypte, c'est 161e sur 180, hein, sur la liberté de la presse. Voilà, ça veut tout dire. D'autres questions? Alors ici, vous disiez aussi que vous travaillez sur la Libye. Également. Et ça doit être un chaos sans nom. De travailler avec... Là, vous avez quoi? Vous avez des nouvelles de journalistes? Enfin, comment ça se passe? Vous recevez des informations? Oui, alors... donc moi je suis à Bruxelles chargée du plaidoyer UE, et donc ce sont mes collègues basés à Tunis qui travaillent plus directement avec les partenaires libyens. Mais bon, pour résumer, en Libye, on a également beaucoup de répression vis-à-vis des journalistes. Mais là, en plus, c'est pas seulement un État, ce sont différentes milices qui peuvent s'attaquer aux journalistes pour essayer de les empêcher de publier des rapports, des informations critiques sur notamment les crimes, les violations dont se rendent coupables ces milices. Et on a beaucoup de journalistes qui voilà, comme dans d'autres pays avec des conflits armés, sont menacés et sont carrément menacés de mort, effectivement. Ça va être le dernier mot. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. Merci